Mesdames, Messieurs, il est charmant, il est brillant, il est éloquent, mais rassurez-vous, il est privatiste, on ne peut pas être parfait. Je vous demande d'applaudir Evan Fardao. Elle est splendide, elle est grandiose, elle est splendiose. La légende raconte qu'elle détruit des armées entières au seul son de sa voix. Merci d'applaudir Solène Champroy. Monsieur Fardao, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du jury, peuple de Lysias, amis spectateurs et enfin, chères contradictrices, il est aujourd'hui plus que jamais venu le temps de rendre au marteau de la justice ses lettres de noblesse. Ce marteau incandescent qui châtie les lâches, les êtres vils, les corrompus. Car oui, la justice, c'est métal. Mais jusqu'où s'étend cette puissance? Où se trouvent les limites de son pouvoir? Il se murmure que par excès de zèle ou de malignité, ce dernier irait jusqu'à punir les faibles et les innocents en leur clouant le bec sans la moindre pitié. Non, ce marteau n'est pas Mjolnir, marteau de la divinité nordique Thor, dont la célérité foudroyante ne caractériserait pas notre système juridique. Célérité qui serait restée, selon certains, aux portes de nos frontières, au même titre que le nuage radioactif de Tchernobyl. Mais je crie à ce sujet à la calomnie. Pourtant, comme cette justice est joliment représentée, l'image de la balance faisant l'équilibre entre des intérêts divergents, celle du glaive tranchant les litiges, et quelle belle image que celle du marteau incarnant la force et l'implacabilité de la justice. Mais ces deux dernières représentations, aussi révélatrices de la réalité de ce qu'a pour mission la justice, demeurent, de par leur caractère martial, militaire et donc source de souffrance, peu adaptées pour moi, la chose la plus triste à voir étant une bataille perdue, la deuxième étant une bataille gagnée. Et parce que cette image de mort transparaît, je préfère me projeter l'image, toujours d'un marteau de la justice, mais celui de l'artisan. Cet outil avec lequel il met son savoir-faire, son cœur à l'ouvrage, sa science, mais également son inexpérience et ses failles. Pourtant, l'objet créé, le produit final est unique, en ce sens qu'il est le fruit d'un instant de pur don de soi. Il en est de même pour la justice. Quant à ce terme d'innocent que certains chercheront à christianiser, image du clou oblige, l'innocent est polysémique. D'abord, celui qui est, de par des faits qui lui sont reprochés, innocent. Mais encore, celui qui se croit innocent, qui n'a pas intégré la sainte mission de la justice. En ce cas, cette dernière ne fait que lui montrer la voie. Car l'homme honnête, même s'il agit moralement, n'agit pas toujours légalement. Le terme innocent pourrait être même, sinon péjoratif, du moins révélateur d'une faiblesse, d'une carence. Car l'innocent est aussi la personne qui n'a pas la maîtrise de tout l'appareil judiciaire et qui peut facilement se laisser écraser. Et poussons l'image à son paroxysme au point de dire que cet innocent désigne aussi celui qui n'est pas en possession de tous ses moyens, mais on l'aime bien, il est bien brave. Quant à ce bec, il désigne évidemment la prise de parole orale, mais englobe également l'être tout entier de l'innocent, car le corps et les actes en disent tout autant, sinon plus, que les mots. Alors la justice peut-elle clouer le bec de l'innocent ? Une justice souveraine, toute puissante, en a la possibilité et la capacité matérielle. Cependant, cette capacité matérielle a une limite et non des moindres. L'avocat, le droit à la défense, à un procès équitable, la présomption d'innocence. Poser cette question reviendrait donc, par essence, à nier l'existence même de l'avocat pour lui préférer l'image d'une justice purement arbitraire qui nous enverrait tous à la questionnette du frère Ponce pour le meurtre d'un dénommé Range Robert. Tout jugement doit être rendu avec l'intime conviction du juge qui, comme le dit si bien notre article 353 du Code de procédure pénale,
Le juge s'est évertué à chercher dans la sincérité de sa conscience quelle impression ont faite sur ses raisons les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. Existe-t-il une preuve plus absolue que le juge peut, de bon droit, clouer le bec de l'innocent ? Or, dès que ces éléments de défense, qui sont respectés, n'ont pas suffi à faire d'un présumé innocent un innocent tout court, le marteau de la justice a légitimité à s'abattre. Voyez plutôt l'histoire de Socrate et du tribunal. Socrate qui s'est vu injustement condamné et qui pourtant accepta sa sentence. Car si chacun déroge aux lois qu'il juge en son fort intérieur injustes, plus aucune justice ne sera possible. Et si, dès qu'une porte sort de ses gonds, le parquet porte plainte, c'est, pardonnez-moi l'expression, la porte ouverte à toutes les fenêtres et je ne peux m'y résoudre. Mais outre cette capacité matérielle, se peut traduire la question de savoir si la justice en a le droit. Nous dirons non, diront tous ceux qui, de bonne foi, se gargariseront d'avoir compris et de détenir la raison et le sens de la justice. Mais qui sommes-nous pour juger ? Peut-on pour décider si pareil cas de figure est possible ou non ? Je ne suggère en rien d'être aveugle, amputé de tout esprit critique et se laisser faire en considérant la justice comme infaillible. Non. Mais il convient de faire l'effort de la relativité et de l'objectivité, car l'innocent de l'un n'est pas d'un point de vue purement objectif, celui de l'autre. Un individu qui transgressera la loi pour ses propres raisons de justice et de morale n'en demeure pas moins un coupable qui s'ignore. À savoir également que le marteau de la justice n'est pas nécessairement celui d'une autre. C'est l'essence même du droit positif. La justice est plurielle. Toute justice est relative et deux formes de justice, apparemment aux antipodes, n'en seraient pour autant pas moins valables, tant que ces dernières suivent une norme fondamentale à laquelle se soumettent les hommes, comme c'est le cas par exemple chez nous, du respect des droits de l'homme. Car le juge ne défend ni les mêmes intérêts, ni la même culture. L'innocent d'un marteau n'est pas forcément l'innocent de l'autre. C'est donc ici un appel au relativisme que je lance. Et n'oubliez pas, chers amis, que le monde est injuste naturellement. La raison du plus fort est, dit-on, toujours la meilleure. Si l'on regarde dans le prisme de la subjectivité, le monde est injuste, car les choses, aussi irritantes que cela soit, font que les événements ne se déroulent pas de manière équitable. Voyez plutôt. Les actes d'un prédateur resteront, du point de vue de la proie, toujours injustes, le fort dévorant le faible. Et j'entends déjà les pessimistes nous dire qu'il n'y a pas de justice véritable dans ce monde, car la justice appartient aux vainqueurs, ceux qui détiennent le pouvoir. Comme l'histoire, la justice est écrite par les oligarques. Mais ne soyez pas dupes, car ces derniers n'agissent pas à charge contre la masse, mais tentent de faire remplir, par leur gestion de la justice et du mieux qu'ils le peuvent, sa mission d'intérêt général. Et la justice a su transformer cette force brute de par l'intérêt général qu'elle a vocation à satisfaire en droit légitime et l'obéissance, voire soumission nécessaire des justiciables en respect. La protection de cet intérêt général, justement, peut conduire à museler un innocent à travers le principe de prévention. Déjà, si le porteur de bec est une autruche, principe de prévention et de précaution, moi j'y cloue le bec, parce que j'ai un peu peur des autruches, mais surtout, pour être plus concret, il est possible de prendre les devants en prévenant ce qui n'a pas encore eu lieu. Et je pense notamment à la protection a priori du maintien de l'ordre public que peut prononcer l'organe détenteur du pouvoir de police administrative, alors même qu'aucun trouble ou incivilité ne se sont déclarés. Oui, le droit administratif, c'est plus fort que Minority Report. Pareille décision peut être vécue comme une sanction par les protagonistes en cause. Pourtant, une fois encore, n'est visée que la protection, la sécurité, ainsi que l'intérêt général. C'est pourquoi on ne peut laisser l'homme décrédibiliser inlassablement le marteau de la justice. S'il y a injustice, ce n'est pas, comme le disait Aristote, la faute de la loi ou du juge, mais de la nature des choses, car ces dernières sont, par nature, irrégulières. Prenez garde non plus à ne pas confondre justice des hommes et justice divine. Pour saint Thomas d'Aquin, un affamé se rendant coupable d'un vol ne commettait aucun acte mauvais. Pourtant, le marteau de notre justice lui clouerait le bec sans hésiter, mais de manière plus atténuée. Preuve de la raison qui caractérise la justice en conciliant des intérêts a priori parfaitement opposés, d'où l'existence de circonstances atténuantes. Concrétisation du principe d'équité qui veille à se poser en correctif de la loi générale en se penchant sur le cas d'espèce. C'est à ce même titre de conciliation que toute vengeance doit être proscrite.
le juste exercice du droit revenant en effet à mettre en relation une norme et la réalité, d'où la nécessité d'un équilibre. L'innocent victime qui se venge oppose sa position particulière à la particularité de celui qui l'a offensé. Le juge, lui, ne fait que dans l'universel. Il est le tiers nécessaire car on ne peut laisser un individu soumis à ses passions se faire justice. La vengeance n'a pas la forme du droit mais celle de l'arbitraire. C'est pourquoi un innocent criant vengeance n'est qu'un coupable en sursis. Mais quand l'opinion publique, la doxa, intervient pour hurler à l'injustice, remettre en cause la souveraineté d'une décision, cette décision reste-t-elle légitime ? Contester à travers le prisme de ses aspirations une décision de justice n'est que la preuve qu'un individu s'est noyé et s'est laissé corrompre par le torrent de ses passions. L'individu seul ne peut s'autoproclamer juge de la justice, il ne peut s'opposer à l'autorité de choses jugées, ou comment suggérer à nos contestataires gallinacés de s'en aller exhiber leur affriolant postérieur chez nos amis les Grecs. Néanmoins, la justice entend ces protestations et en tient parfois compte. En effet, ne nous leurrons pas non plus, incarnée par ce marteau, la justice est faillible, car aussi bonnes sont les intentions de celui qui le manie, ce dernier n'en demeure pas moins humain. L'injustice, une extension, une conséquence de l'erreur, est humaine. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et les œufs ne contiennent-ils pas de futurs porteurs de bec ? Le marteau peut donc clouer le bec de l'innocent, mais on a surtout le devoir implicite, car l'homme apprend de ses erreurs et protège d'autres oisillons du même destin funeste. Sans injustice, pas de justice. Sans Jean Calas, sans Dreyfus, Hélène Brion, native de Clermont-Ferrand, car oui, soyons chauvins, soyons locaux, vive le Saint-Nectaire, vive la Ligo. Sans Christian Ranucci, sans les victimes de l'affaire d'Outreau, sans ces martyrs sacrifiés injustement sur l'autel de l'erreur judiciaire, la justice et le droit n'avanceraient pas. Le coupable d'un temps devient l'innocent d'un autre. La justice a conscience de ses failles et les reconnaît. Sans ces retours, virages, nous n'aurions plus toutes ces agréables jurisprudences dont on nous abreuve avec délectation. Le monde est en constante mutation. Une justice qui ne clouerait que le bec des coupables absolus serait utopique, car cette dernière ne fait que tenter de s'adapter au gré des mutations économiques, sociales, culturelles et historiques. Ce qui fait du droit une matière plus que vivante. Voulez-vous la battre ? Le rendre terne, taciturne même ? Alors que certains, peu nombreux heureusement, de mes camarades juristes en herbe, ont découvert à l'aube de leurs études supérieures une tendance regrettable à la narcolepsie. Voulez-vous les achever ? Vous êtes des monstres. Ainsi, peuple de Lysias, surtout ne me prenez pas pour un juriste de pacotille. Je ne cherche pas à vous duper, mais à vous aider. Oublions cette image du maléfique magistrat martelant la masse qui, minaudant, maudissant même, oh méchant, mûrs donc plutôt buffles et mécréants, car malgré les meurtrissures et maladresses, c'est une merveilleuse machine qui nous materne. Ne gardez en mémoire que cette justice qu'il ne faut pas qu'on perde, cette jolie justice à qui l'on ne manquera pas de murmurer un mielleux merci. Bien, pour la dernière battle, donc mademoiselle Champroy. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, cher peuple de Lysias, chers contradicteurs, quelle superbe introspection sommes-nous en train de réaliser ce soir, n'est-ce pas ? Quelle magnifique inflexion paradoxale que celle du juriste qui se met à nu lors d'une audience publique en se posant la question, la grande question de savoir si le marteau de la justice peut ou non clouer le bec de l'innocent. Lysias a eu l'audace de poser la question. Et cela est assez drôle finalement, mais je ne sais comment rire vraiment. Je crois que je ris jaune face à l'humour noir. Je crois que cette question me met mal à l'aise et je pense que je ne suis pas la seule à être dans cette situation. Il y a que cette interrogation n'est pas comme les précédentes. Parce que, en tant que juriste, en tant qu'étudiant en droit,
en tant qu'enseignant ou professionnel du droit, introduire l'idée que la justice pourrait être profondément défaillante, ce serait comme reconnaître que tout ce en quoi nous croyons n'est qu'une grotesque mascarade. Alors, oui, cette question résonne de manière bien étrange dans une école de droit. Elle résonne de manière bien étrange dans cet amphithéâtre lorsque la profession de magistrat représente la plus illustre des professions dans l'imaginaire d'au moins la moitié d'entre nous. Lorsque l'exercice du métier d'avocat constitue un rêve pour bon nombre de mes camarades qui se voient déjà à la barre, convaincus qu'ils ont un rôle à jouer pour la justice, et lorsque la présomption d'innocence est l'un des principes les plus forts que l'on nous enseigne à l'université. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, cher peuple de Lysias, mettons fin à ce malaise. Alors, si vous le voulez bien, allons-y, jouons le jeu de l'introspection jusqu'au bout. N'épargnons personne, n'occultons aucun élément, cherchons juste la vérité. L'idée que je veux défendre, c'est que la justice est irréprochable. Je veux dire, le système judiciaire est théoriquement irréprochable. Nous sommes dans un état de droit, et le droit aujourd'hui ne permet pas que l'on s'en prenne aux innocents. Le droit ne donne ni les moyens, ni l'autorisation aux imminentes bouches de la loi de s'en prendre aux innocents. Ce sont là les fondements mêmes de notre système judiciaire, et c'est pour cela qu'il nous faut croire en la justice. Oui, mais alors, me feront remarquer judicieusement les plus avisés d'entre nous, mais alors, si la justice est irréprochable, pourquoi diable relève-t-on un certain nombre de cas où la justice a condamné des innocents? Et vous auriez raison. Et cela est une remarque très pertinente. Les erreurs judiciaires aboutissant à la condamnation d'un innocent ne sont pas un secret. Et c'est ce qu'illustre l'affiche de cette grande finale qui met en scène un petit animal de type gallinacé et que l'on nomme communément un poussin. En plus de constituer un lien très malin avec l'expression « clouer le bec » contenue dans l'expression et la problématique du jour, ce poussin semble être la parfaite allégorie de l'innocence. Et que se passe-t-il? Ce poussin est pris en tenaille entre le socle sur lequel il se tient debout de ses petites pattes et le marteau de la justice. Et l'idée sous-jacente derrière cette mise en scène, c'est que le marteau pourrait bien s'abaisser violemment sur ce poussin, l'écraser dans un grand fracas et clouer le bec d'un innocent. Alors oui, c'est cela l'erreur judiciaire. Je ne le nie point. Et disons-le une bonne fois pour toutes, le système judiciaire n'est pas infaillible. Parce que tenir le marteau de la justice est un très lourd fardeau, et qu'il suffit d'une minuscule erreur de discernement pour que le magistrat ne se trompe et prenne pour coupable un innocent. Mais le grand Lysias est très subtil, et ce qu'il nous demande vraiment, ce n'est pas si la justice peut le condamner, cet innocent. Ce qu'il nous demande, c'est si elle peut en plus lui clouer le bec. Et cela, je ne peux résolument pas l'affirmer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, cher peuple de Lysias, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'on peut condamner un innocent. On peut le cloîtrer, on peut l'enfermer, mais on ne peut lui clouer le bec, c'est-à-dire que l'on ne peut le faire taire et le réduire au silence pour l'éternité. Parce que si ce poussin était innocent et que nous étions témoins de sa condamnation, que croyez-vous qu'il arriverait? Ce serait l'indignation générale. Et cela ferait grand bruit. Parce qu'un procès injuste ne laisse jamais place au silence. L'injustice rassemble autant qu'elle divise, mais l'injustice fait grand bruit. Dreyfus était innocent.
Il fut condamné de manière indécente à la suite d'une terrible erreur judiciaire. Mais dans le même temps, c'est toute une nation qui s'emparait du problème. Et parce que ce procès était injuste, parce que l'accusé n'était pas coupable, cette affaire a été à l'origine de l'un des plus grands débats de la société française. Les défenseurs de Dreyfus ont été d'une ferveur incroyable, d'une ardeur extraordinaire, d'une visibilité ahurissante. Et finalement, ils ont eu gain de cause. Dreyfus fut gracié par le président de la République en personne et son procès fut révisé. Alors finalement, à qui a-t-on véritablement cloué le bec dans cette affaire? À l'innocent? Ou aux nationalistes virulents qui s'accommodaient bien de cet injuste procès? Vous savez, cela n'est pas un cas isolé. Il en est un autre, particulièrement criant de vérité, bien qu'il ne remonte à une époque relativement éloignée. Alors, les historiens ne sont pas vraiment précis sur la date exacte. Toutefois, ils s'accordent pour faire remonter l'événement à environ 2000 ans. Donc, il y a environ 2000 ans, un homme a été littéralement cloué au poteau. Parce qu'on voulait le faire taire. Mais cela a été un terrible échec. Je vous parle bien entendu du terrible sort, et tragique sort, que l'on a réservé à Jésus, la crucifixion. Or, nous avons crucifié Jésus, mais pour autant, l'a-t-on véritablement réduit au silence? Eh bien, vous conviendrez que non, pas vraiment. Je n'apprendrai à personne ô combien la parole de Jésus semble répandue et entretenue à travers le monde entier. Alors, quand on me demande si le marteau de la justice peut condamner le bec de l'innocent, je réponds non. La justice ne cloue pas des becs. La justice condamne, la justice sanctionne. La justice réprime, elle fait des erreurs. Mais elle ne réduira jamais la parole de l'innocent au silence. Parce que, si elle venait à le faire, nous saurions être présents pour dénoncer l'injustice, pour soutenir cet innocent pris au piège, et s'il arrivait qu'un magistrat fit erreur et condamna un innocent, je veux croire que nous serons Voltaire, nous serons Gambetta, nous serons Zola, et le peuple de Lysias s'écriera « J'accuse » à l'unisson, jusqu'à ce que justice soit faite. Nous serons les porte-paroles d'un monde juste, les avocats du faible, et nous le soutiendrons corps et âme, cet innocent. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, peuple de Lysias, mes amis, encore une chose. L'heure est grave, vous le savez. La société est divisée sur tous les fronts. On s'accuse les uns les autres en permanence. Et il y a ça et là des brèches qui ne devraient pas s'agrandir. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'il est grand temps de trouver quelques terrains d'entente. Il est grand temps de trouver les valeurs en lesquelles nous voulons croire. Et quelles valeurs, sinon celles de la justice? Croyez en la justice, mes amis, et voyez comme cela met du baume au cœur d'être un peu idéaliste. Si nous continuons à être les défenseurs inconditionnels de la justice, si nous veillons sur elle comme un trésor inestimable, et si nous sommes vigilants à ce qu'elle ne soit jamais bafouée dans l'ombre, il n'y a pas de malaise à avoir. Alors, tant que la condamnation d'un innocent ne recueillera pas l'indifférence, nous pourrons être fiers de ce que la justice ne peut clouer le bec de l'innocent. Nos enfants pourront être fiers et nos petits-enfants à leur tour.